La réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU se tient du 1er au 12 novembre à Genève, en Suisse. Lors de la réunion du vendredi, les participants se sont livrés à une violente charge contre les multiples cas de violation des droits de l'homme aux États-Unis. Alors, comme première question, M. Mason, quel premier regard portez-vous justement sur la situation des droits de l'homme aux États-Unis? Alors, avant toute chose, il faut expliquer le cadre juridique de ce débat. Il y avait au préalable à Genève un autre système qui existait d'examen des droits de l'homme, de l'application des droits de l'homme dans le monde. Et les États-Unis avaient été plusieurs fois mis en cause. Ils ont alors eux-mêmes exigé que ce Conseil soit totalement réorganisé, reformé, que les procédures soient revues. Et donc ce sont eux qui ont défini les procédures qui sont aujourd'hui utilisées. Ils les ont définies à leur avantage. Et pourtant, aujourd'hui, nous voyons que le Conseil les met en accusation et que ceci prend de telles proportions, alors que nous n'avons fait que le tout début du débat. Ceci prend de telles proportions que les États-Unis menacent de quitter ce Conseil qu'ils ont réformé. Alors pourquoi ? Parce que les États-Unis ont une vision à géométrie variable des droits de l'homme. Donc, jusqu'à présent, ils ont utilisé ça comme un slogan pour partir à la conquête du monde et justement violer ces droits de l'homme à l'extérieur, mais se réclamant toujours de la démocratie, de la liberté, etc. Bon, là, ce qui a été fait, c'est uniquement, pour le moment, d'examiner la situation intérieure aux États-Unis. Donc, on pense aux brutalités policières, etc. en premier lieu, mais ceci est vraiment très peu de choses par rapport à l'étendue du problème. Et on a juste lancé de nouvelles pistes avec la question de la généralisation de la torture, dont on connaît le camp de Guantanamo, mais aussi des prisons secrètes dans au moins une quarantaine de pays, peut-être même une soixantaine, dans lesquels les États-Unis, en dehors donc de leur territoire, font ce qu'ils interdisent aux autres, et heureusement d'ailleurs qu'ils l'interdisent aux autres, nous l'interdisons nous-mêmes, il n'est pas question de faire des choses pareilles, mais eux le font. Et puis on a commencé à aborder la question de la situation dans les pays qu'ils ont envahis, l'Afghanistan et l'Irak. Mais sur ces deux points, n'a pas été discutée pour le moment la question de la légitimité de leur présence. On a juste discuté le fait des massacres et des tortures auxquels ils procèdent. Et on n'a pas du tout abordé pour le moment le problème des multiples ingérences auxquelles ils se livrent dans le monde et qui aboutissent dans toutes sortes de pays à des catastrophes humaines énormes, que ce soit des famines, des guerres, toutes sortes de choses. Donc nous ne faisons que commencer le début de cet examen. Alors les États-Unis continuent à violer systématiquement les droits de l'homme, bien sûr dans le cadre de leurs propres intérêts, tant à l'intérieur des États-Unis qu'à l'extérieur. Vous avez souligné que cet examen de la situation des droits de l'homme aux États-Unis en effet constitue en quelque sorte un prélude, un début d'un procès peut-être global, général, qui pourrait déboucher sur des engagements juridiques. Est-ce que justement la question qui s'oppose, parce que vous avez également évoqué justement cette menace américaine de se retirer de ce conseil, en quelque sorte d'annuler ce conseil, la question qui s'oppose, après ces reproches, après ces critiques, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura vraiment un procès dont vous parliez à l'encontre des États-Unis sur la violation des droits de l'homme? Écoutez, il y a le fait de mener une action juridique et de pouvoir exposer précisément ce qui se passe, et puis il y a le fait de pouvoir donner des sanctions. Bon, comme l'a souligné Pierre d'Ortiguet à l'instant, le système est ainsi conçu qu'on ne va pas aller jusqu'au bout de la démarche. Mais ce qui importe, ça n'est pas de chercher à utiliser les institutions internationales aujourd'hui pour des sanctions. Si on devait appliquer le droit international, il faudrait évidemment tout de suite exclure
les États-Unis des Nations Unies parce qu'il viole tous les documents internationaux en permanence tous les jours. Mais ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de casser un discours. Tout au long de la guerre froide, les États-Unis se sont présentés comme le pays de la liberté. Or, ainsi que l'a rappelé Pierre d'Ortiguier à l'instant, les États-Unis ont un fonctionnement impérialiste depuis au moins Theodore Roosevelt, et leur conception même de la politique est incompatible avec les droits de l'homme. Leur conception du capitalisme est incompatible avec la liberté et la démocratie. Donc c'est ça que, dans un premier temps, il s'agit d'exposer publiquement de manière détaillée. Et il faut se rendre compte que devant le Conseil, les États-Unis ne peuvent être examinés qu'au regard de très peu de textes, parce qu'ils sont signataires de très peu d'instruments internationaux. Donc on peut mettre en cause leur violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on peut mettre en cause leur violation du pacte des droits civils et politiques, mais par exemple, le très important pacte sur les droits sociaux, ils ne l'ont pas signé, c'est-à-dire ils ne reconnaissent pas que le fait de pouvoir manger, se vêtir, de vivre, c'est un droit de l'homme. Pour eux, pas du tout. La famine ne les concerne pas. Hein. Et on voit comment ils se comportent au Soudan ou dans d'autres régions du monde. Bon. Et ils refusent toujours de signer un très grand nombre de conventions, les droits de l'enfant, des choses comme ça. Donc, les instruments dont nous disposons vis-à-vis d'eux sont limités, mais ça n'empêche pas qu'ils puissent être très largement suffisants par rapport à tout ce qu'ils font. Et je voudrais dire que je suis même stupéfait du fait que les dossiers qui ont été ouverts là à Genève ne le sont que par quelques États. Il faut beaucoup de courage pour défier les États-Unis. Alors bon, la République islamique d'Iran, la République bolivarienne du Venezuela, d'autres États comme Cuba, etc., se sont engagés dans ce processus. Hein. Mais beaucoup d'États qui devraient réagir immédiatement ne font rien. Par exemple, nous avons vu cette semaine le Danemark, la Suède, la Norvège découvrir que leur ambassade des États-Unis chez eux était, comme jadis ici à Téhéran, un nid d'espions qui était en train de tout contrôler chez eux. Eh bien, on s'est contenté d'une petite déclaration, on ne fait même pas une remontrance précise au Conseil des droits de l'homme. Oui. Donc, et pourtant, ce sont des États qui ont les moyens de s'affirmer. Alors, qu'en est-il quand il s'agit d'États du tiers-monde écrasés sous la botte de l'impérialisme? Monsieur Messon, avec l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, on s'attendait, plutôt on espérait que le premier président noir des États-Unis, avec le changement, sa devise électorale plutôt électoraliste, apporte justement des changements pour l'amélioration des droits de l'homme, de la situation des droits de l'homme aux États-Unis. Est-ce que vous avez constaté un quelconque changement du passage de George W. Bush à Barack Obama? Alors personne notamment sur parce que la prison de Guantanamo qui est constituée justement. Alors d'abord, vous attendiez cette évolution, vous espériez cette évolution, voilà. Mais j'avais expliqué dans une de vos émissions que moi je n'y croyais pas du tout, ça ne pouvait pas être comme ça, et que c'était un simple effet un simple effet cosmétique, on allait essayer de donner un beau visage aux États-Unis sans changer quoi que ce soit dans le fond, et c'est ce que nous pouvons vérifier malheureusement. Hein. Le président Obama avait promis de fermer la base le centre de torture de Guantanamo le plus tôt possible, et nous constatons qu'il n'en est rien. Je vais même vous apprendre quelque chose d'absolument incroyable. L'administration Obama a signé il y a quelques mois un contrat avec le groupe de psychologues et de médecins qui dirigent les tortures à Guantanamo et qui sont installés, mènent par ailleurs des expériences dans une université aux États-Unis. Donc ils ont signé un contrat de plusieurs millions de dollars pour que puissent être poursuivies les expériences de torture, alors on ne précise pas où, mais pour que soient poursuivies ces expériences sur les tortures. Donc non seulement il n'y a pas de différence, mais le processus de destruction continue.
Voilà. Les États-Unis c'est un fait quel que soit l'attachement que nous puissions avoir quand nous avons des amis qui vivent dans ce pays, la structure de ce pays, l'administration de ce pays est entièrement tournée vers une domination du monde qui implique une violation permanente des droits de l'homme.